Salut à tous. Voilà, je suis super fière de vous annoncer le partenariat entre Juju Blog Ages et une web TV qui s'appelle Vue d'ailleurs. Donc pour célébrer ce partenariat, on a un premier invité, enfin j'ai un premier invité qui s'appelle Nicolas Noguier, qui est le fondateur d'une association très connue qui s'appelle Le Refuge, une association qui vient d'être nommée Fondation depuis quelques mois. C'est une association et une fondation reconnue par l'État comme étant d'utilité publique. C'est une association connue pour accueillir et soutenir les homosexuels rejetés par leur famille. Donc je suis super émue et fière voilà, de pouvoir échanger avec Nicolas. Donc on se retrouve dans 10 secondes avec une autre tenue et dans ma chambre. J'espère que ça va vous plaire. Du coup, merci beaucoup de t'être rendu disponible pour l'émission. Donc c'est un thé avec Juju. Juju c'est moi. Et c'est en partenariat avec la web TV du coup Vue d'ailleurs. En fait, ce que j'aimerais savoir, moi je connais le Refuge, je sais que c'est une association très connue, mais je voulais savoir si tu pouvais la présenter un petit peu rapidement pour les gens qui en ont juste entendu parler ou qui connaissent pas, tu vois. Ouais, d'accord. Donc déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger avec toi et toutes les personnes qui nous écouteront pour présenter l'action de la fondation. Maintenant on est devenu fondation depuis le 14 mars. Quelques jours avant le début du confinement. Donc, le refuge, en fait, c'est une fondation maintenant qui gère plusieurs dispositifs d'hébergement et d'accompagnement de jour partout en France, à destination de jeunes qui ont été rejetés par leur famille, qui ont eux-mêmes des difficultés d'acceptation par rapport à leur homosexualité ou à leur identité de genre. Donc, en gros, on accueille des jeunes de 14 à 30 ans qui ont été rejetés par leurs parents en raison de leur homosexualité. Parce que ça arrive encore en 2020 et ça arrive même malgré la crise sanitaire, on a encore des jeunes, parfois très jeunes, qui sont mis dehors par leurs parents. Garçons et filles. Dans ces situations difficiles. Ouais, on accueille des garçons et des filles. Actuellement, on a 294 jeunes hébergés et accompagnés dans nos structures. Ok. Voilà, nous. C'est ce qui amène ma question. En fait, concrètement, si demain quelqu'un veut se rendre au refuge, du coup il ne connaît pas, qu'est-ce qui l'attend en fait exactement comme process Est-ce que déjà on peut venir à n'importe quelle heure? Oui, en fait, en temps normal, hors crise sanitaire, le refuge déjà est vraiment accessible 24h/24. Déjà par téléphone, en fait, il y a le numéro, c'est le 06 31 59 69 50. Okay. Et là, il y a toujours une personne qui répond nuit et jour, même les jours fériés, dimanche, etc. Là, c'est la première porte d'entrée au refuge. Et la personne qui reçoit l'appel, en fait, donc déjà écoute le jeune qui appelle, il apporte déjà une écoute réconfortante et après l'oriente vers la ville la plus proche de là où se situe pour qu'il puisse rencontrer l'équipe, un travailleur social, un psychologue s'il a besoin et surtout tous les bénévoles et les autres jeunes qui sont dans la même situation que lui. Donc on a 20 dispositifs un petit peu partout en France. Et donc ces dispositifs, on fonctionne un petit peu comme une grande famille en fait, où on a des bénévoles, des jeunes, des travailleurs sociaux qui accompagnent les jeunes en fait pour que déjà qu'ils se sentent lui-même et libres en fait d'être lui-même, c'est le principal, c'est la première action. Puis on les voit quand ils arrivent au refuge, les jeunes ils sont souvent avec tout ce qu'ils ont vécu déjà moralement et puis physiquement pour ceux qui ont été mis dehors, etc. Ils arrivent, ils sont tout repliés sur eux-mêmes et on les voit au fil du temps vraiment s'épanouir, se libérer, rire, sourire, tout ça. Donc il y a un temps limite pour rester ou non on peut rester le temps d'aller mieux, 1 an, 6 mois En fait, c'est des contrats de 6 mois mais qui sont renouvelables. Donc en fait, on s'adapte vraiment au projet de vie du jeune. À sa volonté, à ce qu'il fait. La durée moyenne, c'est vraiment, qu'on constate le plus souvent, c'est entre 8 mois et 1 an, en fait. Le temps que le jeune puisse se poser, prendre confiance en lui, et après tout le parcours classique de trouver un boulot, un logement. Est-ce que des fois, tu es amené, toi, à rentrer en contact avec les parents, selon la situation, etc. Tu te permets de le faire, des fois? Des fois, en fait, on le fait avec l'accord du jeune, bien sûr. On le fait pas si le jeune ne souhaite pas, on ne le fait pas. Ouais. Mais avec l'accord du jeune, on le fait.
Quand c'est pas les parents, des fois c'est les grandes sœurs, les grands frères, les oncles, les grands-parents parfois aussi. Quand il reste plusieurs mois au refuge, on y arrive. Moi j'ai des expériences super positives avec les parents. Mais quand même, ça reste beaucoup de jeunes qui sont... C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils sont vraiment abandonnés au refuge. Parce que à Noël, par exemple, ils sont tous là. Les anniversaires, on les fête entre nous, mais ils sont tous là. Ce qui est difficile, c'est vraiment ce côté... c'est ce qui m'a toujours surpris au refuge. Je pense que ça fait très longtemps maintenant que j'y suis et tout, mais toujours surpris par le côté abandon des parents, parce que avec tous les réseaux sociaux, maintenant, en plus, on accompagne les adolescents, donc ils ont tous... sont tous sur Instagram, sur Facebook, oui, tout ça. bien sûr, comme tout le monde, bah ouais. Et c'est vrai que quand t'es parent, en fait, et que tu veux savoir où est ton enfant, en quelques clics sur Internet, à mon avis, ça va pas être très difficile pour les parents de voir que leur fils ou que leur fille est au refuge. Ouais. Et donc, moi, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas plus de parents qui nous contactent pour savoir comment vont leur fils ou leur fille. Et finalement, on n'a jamais des parents qui nous contactent, alors que Jamais. nous, on le dit pas, nous, on le dit pas, mais les jeunes, enfin voilà, moi, je pense que quand on est parent, et qu'on s'inquiète pour son enfant, on peut savoir où il est. Ben ouais, c'est ça. Parce que ça, on va y revenir, mais j'ai une question. En fait, j'ai vu que tu es à l'origine de cette association depuis 2003, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, ou l'idée en tout cas, de créer cet asso? Est-ce que toi-même tu as été victime d'agression ou de rejet? Ouais, en fait, moi, je viens d'un petit village de 1800 habitants, au milieu rural, et mes parents étaient agriculteurs. Et ça a été difficile pour moi, en fait, toute mon adolescence et toutes mes années collège et lycée, parce que j'arrivais pas à m'extérioriser et je vivais un petit peu dans la crainte du rejet de mes parents lorsqu'ils apprendraient mon homosexualité. Donc j'avais intériorisé leur rejet. Et donc j'avais vraiment la boule au ventre qu'ils apprennent mon homosexualité. Et donc j'ai vécu un petit peu une double vie. Moi, en fait, j'ai à peu près réalisé que j'étais pas attiré par les filles vers 14 ans. Et après, quand je suis allé à la fac, du coup, dans une grande ville à Montpellier, sorti de mon village, et là, petit à petit, j'ai pris confiance en moi, et après, ça allait beaucoup mieux. Quand mes parents l'ont su, j'avais 22 ans, et finalement, ça s'est très bien passé, ils l'ont très bien accepté, et depuis, ils me suivent dans mes activités associatives et tout ça. Et finalement, quand j'avais 18 ans, j'aurais bien aimé trouver, quand je suis arrivé à Montpellier, par exemple, j'aurais bien aimé trouver un refuge, et ça n'existait pas à l'époque, donc j'ai un petit peu construit le refuge que j'aurais aimé trouver. Et après, je me suis dit du coup que de mes 14 ans à mes 22 ans, pendant 8 ans, j'avais pas été moi-même, j'avais une double vie. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage, mais j'ai pas trouvé la force de leur parler plus tôt. Et finalement, quand ils l'ont su, ils l'ont bien pris et tout, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, qui nous appellent et ils se disent comment on peut dire mes parents, mes amis, ma famille, etc. Et en fait, c'est un petit peu ce qui m'a donné la force pour plus qu'il y ait de jeunes qui revivent ça, de créer un petit peu le refuge. C'est une super idée. Tu as l'impression que les jeunes, quand ils s'en vont, entre guillemets, quand ils reprennent leur envol après les quelques mois passés au refuge, est-ce que y a une amélioration? Est-ce qu'il y a une reprise de contact avec la famille? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a une prise de confiance? Est-ce qu'il y a... Ouais, on ressent vraiment la prise de confiance. En eux, ça c'est indéniable. Après, on reste en contact avec eux. Ils nous donnent des nouvelles quand ils trouvent du boulot, même on a même quelques jeunes qui se marient, etc. Quand ils aménagent dans des nouveaux appartements, ils nous invitent, donc c'est super. Génial, c'est une nouvelle famille en fait qui se crée quelque part. Ouais, c'est un peu une nouvelle famille. Quand ils ont des coups durs, parce que ça arrive, ils nous contactent aussi, ils savent qu'on est là. Ça nous est déjà arrivé d'héberger un jeune. Après, il prend son envol et pendant un an, on n'a pas trop de nouvelles. Après, il revient vers nous, donc du coup, on lui redonne un coup de main. Enfin, ils savent qu'on est là. En tout cas, c'est rassurant pour eux déjà de se dire, même s'ils nous appellent pas, ils savent qu'on est là. Et pour parler un petit peu d'actualité, est-ce que le confinement, ça a un impact? Est-ce que tu as plus d'appels, plus de demandes? Ouais, le confinement, c'est vraiment difficile parce que nous, ça nous a demandé beaucoup de réactivité, de réaménager un petit peu nos activités. D'abord, il a fallu qu'on sécurise les 280 jeunes qui étaient là au début du confinement. Donc, on a mis en place une cellule de crise. Donc, là, c'est vrai que chaque jeune, on a mobilisé 90 bénévoles dessus, en fait, où chaque jeune a un écoutant qu'il appelle tous les jours pour savoir comment il va, repérer les fragilités. Mais ceux qui sont enfermés, par exemple, là, avec leurs parents, et qui sont maltraités ou qui subissent... J'ai vu un article dans Elle ou je sais plus, Ouais, un récit d'un jeune qui dit que toute la journée il se fait traiter de sale PD. C'est, on, est-ce que toi, tu as été confronté à ce genre de situation? Ou est-ce que tu as été
Mais on se dit, mais c'est horrible. Enfin, je veux dire, ces gens-là, il y a une écoute, quoi. Ils peuvent appeler. Je sais pas. Ouais, ouais. Comme tu dis, c'est vraiment horrible. On a une recrudescence de plus de 20% des appels de détresse des jeunes sur notre ligne d'écoute. Et moi, je suis vraiment très inquiet parce que après le confinement, il va y avoir des séquelles et des souffrances psychologiques assez importantes. Déjà sur notre ligne d'écoute, c'est énorme. Quand je me rappelle d'un jeune il y a 3 jours là, qui un jeune originaire de Toulouse, qui a 17 ans et qui est enfermé avec ses parents parce que ses parents se retrouvent au chômage technique. Il nous expliquait dans le mail, il était vraiment en proie à une très grosse souffrance puisque il entend toute la journée ses parents avoir des propos homophobes devant la télévision. Ses parents savent pas que leur fils est homo, mais dès qu'il y a un personnage à la télé qui est homo, ou dès qu'il y a un reportage, c'est des insultes violentes qui fusent et tout. Lui, le jeune qui a 17 ans, il les prend en pleine figure. Et avant, il nous disait que déjà, pour le climat homophobe, c'était difficile, mais bon, il allait au lycée, il allait au sport, il allait voir des amis. Donc en fait, finalement, il était chez ses parents que pour manger le soir et dormir. Ouais. Donc il a trouvé des échappatoires, et là, du coup, il se retrouvait enfermé 24 heures sur 24 avec eux, plusieurs semaines à la suite, et il est en grosse souffrance. On leur téléphone régulièrement le soir, il nous parle pendant 2 heures au téléphone. Il a besoin d'évacuer beaucoup de choses. Vous êtes combien, pardon, quand tu dis on est à l'écoute, on peut intervenir et tout, vous êtes combien à bosser Sur la ligne d'écoute, en fait, il y a une quinzaine de personnes qui se relaient pour répondre à 4 heures sur 24. Et après, en deuxième ligne, sur les jeunes qui ont besoin d'appels, qu'on les appelle tous les jours, il y a une cinquantaine de bénévoles qui sont dessus. Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'on a énormément d'arrivées. En ce moment, on gère à peu près entre 3 et 5 urgences par jour. Donc on a entre 3 et 5 nouveaux jeunes qui arrivent tous les jours au refuge. Qui arrivent tous les jours des jeunes, donc c'est vraiment très dur. Moi j'ai du mal à comprendre que déjà qu'on rejette son enfant en temps normal, hors crise, c'est déjà, pour quelque motif que ce soit, homosexuel ou pas, mais pour quelque motif que ce soit, ça reste toujours sa fille ou son fils. En fait, on trouve ça tous incroyable, mais il y a tellement de cas que au final c'est peu rare. Et justement, pour conclure un peu notre interview, si il y a un parent qui tombe sur ma chaîne ou sur notre entretien, quoi, et qui fait face à cette situation, qui veut pas voir ou qui veut pas accepter ou qui rejette, qu'est-ce que tu aimerais dire à un parent, je sais pas, qui se trimballe sur YouTube et qui tombe sur nous? J'aimerais lui dire que son fils ou que sa fille, ils sont vraiment comme tout le monde, que l'homosexualité, c'est pas un choix. Et puis j'aimerais leur dire que s'ils veulent nous appeler pour parler, pour peut-être se sentir moins seul, pour essayer de comprendre ce qui leur arrive, on est aussi là, on sera à leur écoute. Nous, l'essentiel, c'est que ça se passe bien entre les parents et leurs enfants. Donc s'ils arrivent déjà, je pense que s'ils sont un petit peu déboussolés, un petit peu quand ils apprennent que leur fille ou que leur fils est homo, peut-être déjà se dire que homo ou hétéro, ça change rien, en fait, c'est leur enfant et personne n'a choisi, et puis peut-être leur dire de ne pas hésiter à nous appeler, nous on les conseillera, on les rassurera aussi. D'accord. Donc, voilà. Je mettrai le numéro en bas dans la barre et le site aussi. Et si on vous contacte généralement par appel? Oui, par appel ou par mail. Sur notre site, le-refuge.org, il y a un formulaire pour nous contacter. Okay. Et puis même pour les jeunes qui n'osent pas appeler, parce que c'est très très difficile de faire le premier pas, ils peuvent nous envoyer un SMS et on répond aussi. D'accord. Et ce qu'on peut dire aussi aux parents, c'est que je pense qu'il n'y a rien de mieux que son enfant soit heureux, surtout quoi qu'il soit, et ça facilite la vie d'être heureux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est tellement plus simple d'avoir cette philosophie de se dire que l'essentiel c'est que la personne soit heureuse et qu'elle fasse ce qu'elle veut de sa vie, en fait, du moment que tout le monde est heureux et que c'est une vie qui la satisfait, Complètement. C'est super que tu fasses ça, et puis ça va peut-être ramener que ça va payer et qu'il y en aura de moins en moins, on espère en tout cas. C'est sûr. Ouais, c'est clair, mais c'est super d'avoir pensé à l'interview, parce que c'est aussi comme ça, en faisant connaître, en parlant, que comme tu dis, c'est un petit travail de fourmi, mais c'est clair. On y arrivera, je trouve. À chaque jour suffit sa peine. En tout cas, je suis super heureuse, Nicolas, de t'avoir rencontré. Moi aussi, merci, c'est super gentil. Et parce que d'habitude, je suis quelqu'un de super timide, donc... Écoute, t'as bien parlé, c'est cool.
Et puis vraiment merci. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Et j'espère qu'il y a des gens qui verront le lien et qui oseront t'appeler après ce que tu as dit, quoi. Ouais, c'est super. Bravo pour tout ce que tu fais aussi, c'est chouette. Mais super Nicolas, ben écoute, remets-toi bien et puis passe un bon dimanche. Merci. Merci beaucoup. Toi aussi, bon dimanche. Merci. You're beautiful, baby.